Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Cet épisode avec Nathalie Obadia a été enregistré en avril 2020. Nathalie Obadia est galeriste depuis 1993 à Paris, où elle dispose de 2 espaces, un rue de Normandie, puis un derrière le Centre Pompidou, et à Bruxelles aussi depuis 2008. Je l'ai connue pour ma part lors des premières éditions de Marrakech Art Fair, une foire qui a eu uniquement 2 éditions, mais qui n'a malheureusement pas survécu. Et nous avons par la suite beaucoup échangé, notamment à propos de l'artiste égyptien Youssef Nabil qu'elle représente, et auquel nous avons consacré plusieurs articles. Nathalie fait partie des galeristes qui font le tour du monde à la vitesse de la lumière. Elle a son stand sur toutes les foires importantes ou émergentes. Ainsi, on peut la voir sur les grandes foires, la FIAC bien entendu, mais aussi sur des petites foires émergentes comme dernièrement à Marrakech pour la 154, avec un stand d'artistes africains ou en lien avec le continent. Elle est également présente sur les biennales importantes, comme là, en mai dernier à Venise, où son artiste Laure Prouveau représentait la France dans le pavillon national français des Giardini. Depuis 2015, Nathalie Obadia est chargée de cours à Sciences Po pour le master marketing et communication autour du marché de l'art contemporain. Et récemment, elle a publié un ouvrage que j'ai lu d'une traite lors du trajet justement pour la Biennale de Venise, où je me rendais pour un reportage sur les pavillons africains. L'ouvrage s'intitule « Géopolitique de l'art contemporain », édité au Cavalier Bleu. Un livre vraiment passionnant sur lequel on reviendra pendant cet entretien. Alors justement, Nathalie, puisque j'évoque la Biennale de Venise, on pourrait peut-être commencer sur une petite boutade. Comment est-ce que tu interprètes aujourd'hui, donc en cette fin du mois d'avril, avec les événements que nous connaissons, le titre de la dernière Biennale, May You Live in Interesting Times? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un titre prémonitoire? Oui, tout à fait. C'est tout à fait prémonitoire et j'en parle d'ailleurs avec mes collègues ou avec les collectionneurs ou les artistes que j'ai très régulièrement au téléphone depuis ces 5 semaines de confinement. Finalement, ce qui nous arrive, cette pandémie du Covid-19, arrive à un moment où déjà on sentait qu'il y avait la fin d'un cycle. Qui se traduit aussi bien par la multiplication justement des biennales, ce qu'on appelle la biennalisation du monde de l'art, la multiplication des foires, le fait on parlait d'ailleurs déjà de faire fatigue, le fait que les collectionneurs, les galeries, les artistes en avaient un petit peu assez de devoir tous les 15 jours ou produire ou voyager pour visiter ces événements à travers le monde. On sentait qu'il y avait une espèce de gêne, voilà, par rapport à cette espèce de course. Et l'autre fois, j'écrivais un article et j'ai trouvé, c'est arrivé comme ça confinait justement à l'absurde, voilà. Donc, vous voyez, ce confinement était déjà presque là, puisqu'on sentait que on allait trop loin et on se posait la question de l'utilité justement de cette multiplication, cette accélération du marché de l'art, d'une certaine manière. Donc en somme, un monde excessif. On en était à combien de foires annuelles là? Alors, de mon côté, je faisais entre 10 et 12 foires par an, ce qui est, je dirais, dans la moyenne de ce que les galeries internationales font. Il y en a certains qui en font que 4 ou 5, mais d'autres qui en font jusqu'à 20. Après, il y a des tas de foires qui sont un peu moins connues, mais je crois qu'il y a, je dirais pas une bêtise, mais il y a plus de 50 foires d'art contemporain dans le monde. Donc c'est énorme. Voilà, bien sûr qu'il y a les 3 de Bâle, les 2 de Frise, la FIAC, les foires que j'appelle de niche, mais avec, je pense que c'est celles qui ont beaucoup d'avenir, justement comme 1,54 ou des foires comme les foires autour du dessin. Mais c'était énorme et on ne savait plus comment faire et quel choix.
Oui, parce qu'en fait, il y avait des chevauchements. Il y avait, par exemple, là, pour la 154, il y a pratiquement un chevauchement avec la foire d'Afrique du Sud. Il y a des enchaînements complètement incroyables entre, par exemple, Freeze et la FIAC, à même pas 15 jours d'intervalle. Même pas C'est de un 15 peu- jours. Et cette année, c'était d'ailleurs la première fois que ça se produisait. Et on en voit d'ailleurs un peu les effets, parce qu'aujourd'hui, enfin, l'année prochaine, ce ne sera plus le cas. C'est qu'il y avait à la fois Paris Photo, qui est la foire la plus importante au monde sur la photographie, donc qui a lieu à Paris. Et au même moment, il y avait la foire de Shanghai, qui était encore en novembre dernier, évidemment, très, très active. Il y avait même 2 foires dans la même ville au même moment. Et c'est la première fois que j'ai dû couper en deux mon équipe, et j'ai choisi de rester à Paris, et le reste, une partie de l'équipe était partie à Shanghai. Donc c'est presque là d'ailleurs on s'était rendu compte que c'était vraiment extrêmement compliqué. Alors du coup, en fait, on peut imaginer que après cette crise planétaire, évidemment, on sera dans un monde avec moins de voyages, certainement peut-être aussi bon, des annulations de foires, ça on le sait déjà. Mais du coup, pour des galeries importantes comme la tienne, mais de toutes les galeries importantes tu nous diras quelle était la part du chiffre d'affaires qui était réalisé sur les foires, quel peut être le nouveau modèle économique pour des galeries dans un monde où peut-être pendant 2, 3 ans, il y aura un resserrement sur des événements, évidemment en plus petit nombre. Alors tu as tout à fait raison de dire que peut-être 2 ou 3 ans, peut-être moins d'ailleurs. Après, peut-être, Oui. je ne sais pas. Bon, moi, je pense pas que le principe même de la mondialisation soit remis en cause, parce qu'on va pas, on ne va pas reculer par rapport à un certain progrès. Les avions ne vont pas toujours s'arrêter, les personnes ne vont pas s'arrêter non plus de voyager. Puis l'art, par définition, est quand même aujourd'hui complètement international. On voit bien que les Chinois achètent américains, et les Américains peuvent acheter aussi des artistes chinois, même s'ils ne sont pas très amis en ce moment. Donc on voit quand même qu'à un moment donné, l'art dépasse des tas de contingences conjoncturelles, économiques, politiques. Mais c'est vrai que dans les mois à venir, et peut-être encore l'année prochaine, nous serons contraints, ou si par choix, de faire moins de foires. Alors, c'est-à-dire qu'on aura le choix. Le mot est vraiment là, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était un petit peu la fin de cette époque. On était obligé de faire certaines foires. On avait des échanges avec des collègues en leur disant, c'était presque une question de statut. À partir du moment où une galerie, on va dire comme la mienne, ou plus internationale, enfin les galeries, enfin dire comme la mienne, ou même beaucoup plus puissantes, comme les Big Four, qu'on appelle les grandes foires américaines, se sentent obligés de faire un grand nombre de foires, parce que sinon on a l'impression qu'on ne fait pas partie des grandes galeries. Et c'est un peu la même chose pour les collectionneurs. Les collectionneurs, s'ils veulent paraître enfin, s'ils veulent être des grands collectionneurs reconnus, ils se sentaient obligés de venir à toutes les vernissages privilégiés de ces grandes foires. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on est arrivé un petit peu à la fin d'un processus, et là on va avoir le choix. Alors le choix, parce que certaines, évidemment, seront moins intéressantes, dans la mesure où certaines foires ne le sont que si on est sûr d'y trouver un public international. Si on sait que certaines foires très importantes seront pendant cette année et l'année prochaine beaucoup plus locales, on ne va pas aller dépenser des sommes folles pour simplement retrouver un nombre très limité de collectionneurs. Bon, et puis il va y avoir aussi des reports. Donc nous, à la galerie, on travaille. Voilà, ce confinement nous permet de regarder un petit peu ce que nous allons faire dans les mois à venir. Il est évident que normalement, entre septembre et décembre, je devrais faire normalement 6 foires. Bien entendu, je ne ferai pas les 6 foires. Et là, justement, je suis en train de regarder lesquelles je dois faire, pour, si tu veux, rester la galerie que nous sommes, mais aussi pour ne pas perdre de l'argent. Donc, à un moment donné, je vais peut-être me dire que c'est plutôt les foires locales que je vais privilégier, dans la mesure où les collectionneurs vont moins voyager, donc ils vont peut-être venir nous voir beaucoup plus facilement dans les foires de leur propre pays. Parce que ça vaut la peine aujourd'hui d'aller très loin? Est-ce que ça vaut la peine d'aller à Shanghai cette année, alors que le pays traverse une grande crise, alors que les pays limitrophes que sont la Corée, Singapour ou le Japon n'auront certainement pas envie, pour différentes raisons, d'aller rendre visite à la foire de Shanghai? Voilà, c'est autant de raisons qui sont pour le coup très géopolitiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder le marché comme ça, mais il faut essayer de comprendre comment les autres pays vont réagir, et comment la population va réagir, la population de collectionneurs évidemment, va réagir à cette pandémie et aux conséquences de cette pandémie. Mais alors justement, d'après toi, dans cette nouvelle configuration, est-ce qu'il y aura des perdants, des gagnants si on considère la grande infrastructure de l'art contemporain, les foires, les musées, les galeries, les artistes évidemment, les critiques?
les maisons de vente, les magazines. D'après toi, quels seront peut-être les perdants, les gagnants de cette crise? C'est très difficile de le dire aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas. Peut-être que dans 3, 4 mois, on aura ce vaccin, on aura des tests, ça nous permettra de revoyager facilement. Peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps. On nous a préparé, en tout cas, à vivre maintenant avec ce virus. Donc, on sait très bien quand même qu'il y a des voyages qui vont être beaucoup plus difficiles, que peut-être des foires vont être encore annulées parce que c'est quand même très difficile d'accueillir des milliers de personnes dans un espace clos. Donc, effectivement, dans les 6 mois, l'année prochaine, il va y avoir une baisse du chiffre global de ce monde de l'art, qui normalement génère plus de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, comme on le sait. Alors après, les perdants, alors je dirais que ça ne sera pas forcément nous, les galeries. Bien sûr qu'on aura un chiffre d'affaires qui va être plus bas pendant un moment, mais je suis confiante sur le lieu de la galerie, sur le lieu, c'est-à-dire sur notre espace. Ces espaces qui finalement avaient été un peu évacués et oubliés au profit justement des biennales, au profit des foires. Les visiteurs, les conservateurs d'art, les critiques d'art, on les voyait justement qu'au cours de ces foires et on avait du mal à les amener après à la galerie alors qu'on a des espaces magnifiques, on fait des expositions de grande qualité. C'était difficile, voilà. Le fait même qu'aujourd'hui, les collectionneurs, mais aussi les responsables institutionnels, les critiques d'art vont moins voyager, ils auront aussi moins envie, mais aussi moins de moyens de le faire. Forcément que nous, galeristes, c'est notre responsabilité, il faut y travailler dès à présent, et ça va être le cas dans le monde entier. Il faut ramener justement ces visiteurs, ces test makers, comme on les appelle d'une certaine manière, toutes ces personnalités influentes que nous ne voyons que sur les foires, il faut les ramener à la galerie. Et c'est, je dirais, pour nous, vraiment un énorme travail à faire et on peut être très, très, très gagnant pour les mois à venir. Voilà, donc alors que c'est vrai que les galeries étaient un petit peu abandonnées. Oui. Alors justement, puisque tu évoquais des petites foires et notamment des foires de dessin, j'ai une question un peu précise sur justement les formes d'art et celles qui pourraient peut-être émerger de cette nouvelle composante. Et je Ouais. me demandais si par le passé, est-ce qu'on était, d'après toi, dans un marché de l'offre ou de la demande? Est-ce que c'était plutôt les artistes qui avaient des formes d'art à proposer et qui imposaient finalement voilà, plus de dessins, plus de peinture, moins d'installations, de sculptures, ou est-ce qu'on était plutôt dans un marché de la demande? Est-ce que d'après toi, des grands collectionneurs qui font le marché imposaient finalement plus de telle ou telle forme d'art? Et du coup, je me demandais si, puisqu'on on en a déjà discuté, tu me disais que peut-être que justement ce confinement va permettre aux artistes qui travaillent vers plus d'autonomie d'être peut-être ceux qui s'en sortiront le mieux, donc plutôt peinture-dessin. D'après toi, qu'est-ce qui va se profiler à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce qui va se profiler? Alors, on était dans un marché où la multiplication de ces grands collectionneurs dont tu parles, qui ont tous à la tête enfin la plupart maintenant à la tête de musées ou de fondations privées, la construction de musées dans tous les pays, je parle de la Chine, ou même des pays comme l'Azerbaïdjan ou les pays du Moyen-Orient, on voit bien, je parle même pas des États-Unis et de l'Allemagne, il y a maintenant dans tous les pays du monde, ça fait partie aussi d'un certain statut de soft power, d'influence, c'est-à-dire que comme un collectionneur, un pays, s'il veut être à un moment donné puissant, doit montrer qu'il est capable justement de mettre en avant sa culture et les arts plastiques, mais aussi d'accueillir des grands musées pour montrer justement qu'il en a les moyens. Alors ceci soit à travers des politiques publiques ou des politiques privées, ça c'est selon. Mais donc forcément que il y a eu un enchaînement. Je dirais que c'est une offre de la demande. Bien entendu que les marchands, nous sommes beaucoup plus enclins à produire des œuvres ambitieuses qui coûtent cher, à montrer sur des grandes foires comme Art and Limited à Bâle. Donc les artistes y répondent aussi. On les incite à le faire parce qu'on sait très bien qu'on a toutes les chances de céder ces œuvres à des musées privés, à des musées publics dans le monde entier, et aussi d'abord parfois de les montrer une première fois dans des biennales, et puis c'est à l'issue justement de ces expositions institutionnelles que ces œuvres sont acquises après justement par les musées. Donc c'est une espèce d'enchaînement comme ça. Ce qui va, je pense, se passer dans les mois, on va le voir assez rapidement, c'est qu'il va y avoir des artistes qui vont être quand même ennuyés de pouvoir continuer à produire dans la mesure où les ateliers de production
peuvent être chez eux ou dont ils dépendent sont fermés pour des raisons de confinement. Donc, il va y avoir, je pense à des artistes aussi, je sais pas, Charles Ray, Anish Kapoor, Jeff Koons, pour parler des plus connus. Bien entendu, ils doivent être un peu gênés aujourd'hui de se retrouver avec très très peu d'assistants dans leur atelier et d'être aussi impossible de passer commande dans des ateliers en France, enfin dans leur pays ou ailleurs. Donc, forcément qu'il va y avoir, on va voir plus visiblement, même s'ils n'ont jamais cessé de travailler, des artistes qui ont été autonomes dans cette manière de produire pendant ces longues semaines de confinement qui ne sont pas finies. Donc, c'est-à-dire des peintres, ce sont des dessinateurs, ce sont aussi des sculpteurs. Ben, on va revenir peut-être à une forme plus classique. Ils sont là, mais c'est simplement que dans les foires dont on parlait ou dans certaines biennales, on montrait plutôt des grandes installations, des choses extrêmement spectaculaires, mais qui étaient dépendantes à la fois du financement, mais aussi de la manière d'entreprise et de savoir-faire. Les transports vont être très compliqués, ils vont être aussi très onéreux. Donc, ce qui va se passer dans les galeries, ça va se passer aussi dans les musées, ça va se passer aussi dans toutes ces expositions institutionnelles. Donc, on va le voir assez rapidement dans les prochaines foires. On verra que sur les stands de galeries qu'on connaît, qui sont plutôt, qui mettaient montrés de manière marginale ces peintres ou des dessins ou des sculpteurs, on va voir justement que ils seront plus présents. Oui, c'est ça. En somme, tu imagines un monde qui va évoluer peut-être vers plus de sobriété. Ça donnerait quoi en fait plus de sobriété? Alors, je sais pas si c'est plus sobriété, je sais pas si c'est une grande peinture. Alors, je sais pas si une grande peinture par exemple, de David Hockney, Non, c'est clair. c'est plus sobre qu'une sculpture, on va dire, voilà, très en bronze poli, finalement, qui est très, qui amène pas vraiment forcément d'émotion, mais qui, bon, ça se met en extérieur, ça ne dérange ni aucune religion, ni aucune idée politique. Bon, voilà, on a vu quand même, enfin moi ça m'a beaucoup gêné ces derniers temps de voir beaucoup d'artistes en train de produire des œuvres qui se vendent assez facilement, mais qui sont effectivement vides de sens, vides de risques aussi de Ouais. plastique, esthétiques, justement parce qu'elles répondent pour le coup à une demande internationale globale et très uniforme. Donc peut-être que justement on verra plutôt des artistes beaucoup plus libres et pas forcément plus sobres, mais en tout cas plus autonomes par rapport à cet environnement, cette espèce, j'aime pas tellement le mot, mais cet écosystème qui existait, on dira. Alors, donc en fait, dans ton livre sur la géopolitique, tu décris un système international qui, bon, si je résume, est surtout celui de l'hégémonie américaine. Est-ce que tu penses que cette crise va redéfinir justement le système des hégémonies et notamment la question de la Chine? Absolument. Alors ça, c'est drôle parce qu'effectivement, à chaque fois que je lis les articles, que j'écoute les informations, que je lis tout ce qui se passe aujourd'hui, encore ce matin dans les Échos, il y avait plusieurs éditorialistes. Il y en avait certains qui disaient bon, voilà, c'est l'avènement de l'Asie, pas forcément que de la Chine, mais des autres pays, et d'autres qui disent effectivement aujourd'hui l'Amérique est quand même un peu genou à terre parce qu'on a vu qu'elle avait mal réagi, mais en tout cas, elle a peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. Moi, je serais plutôt de cet avis-là, parce que quoi qu'il arrive, c'est ce que j'explique dans cet ouvrage, sur cet élément de soft power, de puissance, cette puissance culturelle comme ça, elle ne vient pas que de l'économie, bien sûr. De toute façon, si c'est la Chine, ça sera une bataille entre la Chine et les États-Unis, bon, l'Europe est toujours là, bien entendu, mais c'est aussi un modèle. Bon, alors la Chine, peut-être qu'elle va s'en sortir économiquement parce que c'est quand même un atelier et des usines du monde, mais d'un autre côté, on est quand même tous extrêmement agacés du mensonge, du fait que quand même on a su très très tard ce qui se passait, qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe. Finalement, bon, c'est quand même pas vraiment un bon exemple. Qui aujourd'hui a envie de ressembler au système chinois? C'est ça la question. Par contre, les États-Unis, même si ça se passe pas très bien, c'est même si une espèce de désinvolture de Trump et une réaction assez primaire d'une partie de la population américaine, bah voilà, il y a quand même toujours la richesse et la diversité de ce pays. Et puis il y a surtout tout un secteur aujourd'hui dont on remarque et on vit la puissance, c'est quand même la Silicon Valley. Vous voyez, donc aujourd'hui ils sont quand même toujours très très puissants. Et effectivement, ça sera quand même toujours un modèle. Ce sera toujours un modèle. Et justement, sur la question du marché, j'ai suivi, comme tout le monde,
les quelques ventes en ligne hein, Ouais. qui ont pris part sur les réseaux en lieu et place des ventes en salle, qui ont pour certaines d'entre elles plutôt pas mal marché. Je Mhm. vois aussi qu'il y a des grosses galeries qui ont mis en place comme Zwirner, si je ne me Mhm. trompe pas, Mhm. Oui, euh, il y en a, oui. voilà, des banques de données digitales. Enfin, ils Mhm. partagent même leur espace digital Mhm. avec des galeries de moindre importance. Est-ce que Mhm. tu penses qu'il pourrait y avoir une migration d'une part importante de l'activité monstration et vente aussi, surtout marché, en Mhm. digital? Est-ce que c'est Alors, possible? monstration, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on en parle beaucoup, ça aussi, avec mon équipe, avec les collègues. Tu vois, ce confinement, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on se parle beaucoup entre collègues. C'est vraiment intéressant de partager comme ça nos expériences et les avis. C'est un pont, ça sera c'est sûr, c'est un pont, la monstration. Je parle des galeries. Faut pas par contre oublier une chose, c'est que là pour le moment, on a quand même un peu plus de temps pour naviguer sur les sites des uns des autres, de regarder tout ça. Une fois qu'on va revenir à un travail à 150%, parce que c'est ce qui va se passer quand même dans les mois à venir, je suis pas sûre que nos collectionneurs, les amateurs, vont passer autant de temps à regarder ce qui se passe dans les viewing rooms, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, des galeries. En plus, il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, on parle des 5, 10 galeries qui sont très en avance sur ce système, mais aujourd'hui, on voit bien que toutes les galeries, en tout cas internationales, vont vouloir avoir son viewing room. Voilà. Bon, donc déjà, ça va quand même saupoudrer les offres. Ensuite, je pense que rien ne pourra remplacer le contact physique avec les œuvres d'art, le fait aussi d'être en relation avec des relations directes humaines avec le marchand, y compris d'ailleurs pour les ventes aux enchères. Je lisais des analyses sur les ventes aux enchères. Bien sûr qu'il y a de plus en plus de ventes en ligne, mais pour le moment, pour des œuvres qui ne sont quand même pas non plus très très chères. Et puis, elles se passent aujourd'hui parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Aujourd'hui, un collectionneur qui est confiné chez lui, mais qui a quand même la capacité d'acheter, s'il voit une belle œuvre qui correspond à ce qu'il voulait avoir et sachant qu'il ne pourrait pas voyager ou l'avoir, il va l'acheter en ligne. Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Une fois qu'on va revenir à nos habitudes, même si pendant un moment on voyagera peut-être un peu moins, justement le lieu des galeries, ces lieux de vente, il y a un expert des ventes aux enchères qui a parlé de jeux de gladiateurs. C'est exactement ça, c'est très théâtral. On a besoin de ces Oui. éléments, comme on a besoin de se retrouver dans les vernissages de foires. Il y a trop de foires peut-être, mais les foires, elles sont très importantes parce que dans un temps limité, dans un temps limité en espace et en temps, il y a cette espèce de mimétisme, comme dans une vente aux enchères, qui est essentielle. Voilà, il y en a La besoin de se tension retrouver. aussi. La tension, la conversation. L'attention, la conversation, donc ça ne pourra pas disparaître et les ventes en ligne vont être là un peu pour accompagner, mais regardez les librairies, elles sont toujours là. Alors bien sûr, il faut qu'elles s'adaptent, on est bien d'accord, mais il y a quand même le plaisir d'aller dans les librairies, que ce soit la Fnac ou la librairie de quartier pour aller fouiner. Bah, bon, voilà, il y a Amazon, C'est sûr, c'est pas la même Fnac est en ligne, mais si la Fnac a toujours ses boutiques pour montrer ses livres, c'est bien quand même qu'il y a un besoin, voilà, de se retrouver et de palper le livre et de regarder avec d'autres personnes dans les rayons. Et alors justement, toi qui côtoies donc des collectionneurs, tes propres collectionneurs et ceux qui visitent tes stands sur les foires, qu'est-ce que comment est-ce que tu analyses ou perçois ce que peut être une envie d'art et l'envie de vivre avec l'art dans des périodes qui ont été les périodes normales d'avant, où les gens donc se recevaient. Bon, il y a une partie évidemment de reconnaissance sociale, il y a une partie de je montre Ouais. ce que j'ai acheté à des amis. Il y a l'idée aussi de faire savoir sur telle foire qu'on a acheté une œuvre onéreuse. Donc il y a quand même toute une partie, j'ai envie de dire show-off, même si c'est pas le terme, dans un monde revenu à plus de sobriété avec moins de contact humain et moins de frénésie de déplacement. Qu'est-ce qui va alimenter l'envie d'art et l'envie de... Alors, ça, cette question est vraiment fondamentale. Et bon, moi, depuis un mois, je passe beaucoup de temps à téléphoner à mes collectionneurs, qui sont certains de mes amis. Tout ça, d'abord, c'est très intéressant parce que comme ça, on voit un petit peu comment le monde, je sais pas, c'est intéressant de parler avec des grands avocats, des chefs d'entreprise, voilà, savoir un petit peu comment ils vivent tout ça. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, bien sûr qu'au départ, il peut y avoir
des envies d'acheter, de constituer des collections pour des raisons sociales, pour des raisons de statut, toujours ce fameux statut. En anglais, on appelle ça aussi cette espèce de wall power, dire chez moi j'ai tel tableau d'artistes connus, donc ça fait partie, tu fais partie d'une caste, ça veut dire que on est rentré dans une certaine catégorie socio-professionnelle, on va dire plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas simplement des achats de biens de luxe, c'est absolument autre chose. Par contre, à la fin, et déjà c'est toujours ce que je dis à mon équipe, quelqu'un peut venir à la galerie et vouloir acheter une œuvre, on va dire pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire ces raisons-là, simplement pour montrer qu'on peut le faire et voilà pour des raisons un peu de show-off comme tu disais. Simplement, nous notre rôle c'est de les amener après à constituer une collection pour de bonnes raisons. Et ces bonnes raisons sont des raisons, on va dire intellectuelles, des raisons voilà de philosophiques ou à un moment donné, savoir acheter de l'art contemporain, c'est aussi savoir bousculer ses propres idées, ses propres voilà idées reçues sur la vie, sur la politique, tout ce qu'on veut. Acheter un artiste afro-américain quand on a au départ des positions, je sais pas, peut-être plus conservatrices, eh bien ça fait changer les mentalités. Donc ça c'est quand même très important. Et aujourd'hui en téléphonant à ces collectionneurs, j'ai eu plusieurs conversations où ils m'ont dit franchement Nathalie, vraiment merci parce que qu'est-ce qu'on est content, on est chez nous confinés toute la journée, on est vraiment très heureux de vivre avec des œuvres d'art qui sont achetées à la galerie ou autre, c'est pas le sujet. Mais voilà, ils se rendent compte du pouvoir que ça amène, du pouvoir que ça dégage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des œuvres d'art, ce sont des grands artistes, ça les fait réfléchir et c'est aussi un moment où ils peuvent lire plus attentivement des dossiers qu'on leur envoie. Donc franchement, je crois quand même que ça fait une différence avec certains qui auraient pu le faire, qui l'ont pas fait, puis qui vivent finalement avec 4 murs et soit des photos reproduites ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça fait une différence. Voilà. Et je crois que ces temps de réflexion vont peut-être, puis c'est arrêt comme ça, peut-être que c'est plutôt le monde du luxe plus, qui va être freiné, parce qu'au bout d'un moment, même pour le reprendre, ça va être compliqué. On a quand même tous, dans nos sociétés occidentales, même maintenant, vraiment partout, à part, on va dire, peut-être le continent africain, eu accès à ce luxe d'une manière vraiment très excessive. Ça va être plus compliqué de redémarrer. Par contre, je pense que l'art, c'est peut-être quelque chose, justement, dont on va se rendre compte de la puissance que ça amène intellectuellement dans la vie. Voilà. Donc, je suis plutôt confiante sur le long terme. Donc finalement, il y a peut-être là un champ à investir sur, comme tu dis, peut-être recapitaliser aussi sur les collectionneurs qui sont déjà, voilà, qui sont déjà bien installés pour finalement, comment dire, réinjecter du sens et du Réinjecter du désir. sens, Ouais, voilà. Alors, il y a ces seniors, on va dire ces collectionneurs seniors qui l'ont déjà pratiqué, mais ce sont des très bons exemples pour la génération nouvelle, que sont les gens de 40 ans aujourd'hui, les trentenaires, les quarantenaires qui commencent à collectionner. Et alors, là où c'est important, c'est que ces différentes générations de collectionneurs se retrouvent notamment dans les sociétés d'amis de musées. Bon, en ouais. France, on était un petit peu en retard, mais de plus en plus maintenant dans les grands musées français, il y a des sociétés de musées de plus en plus actives. Et je vois qu'il y a un effet d'entraînement où à un moment donné, justement, l'expérience de grands collectionneurs maintenant arrivés à vraiment à la fin de leur fin de collection d'une certaine manière, ont donné envie à des plus jeunes de faire le même chemin. Et ça, c'est cet effet d'entraînement. C'est d'ailleurs pour cela que la scène française est de plus en plus active, Ouais. parce que justement, cela manquait et aujourd'hui de très fréquemment, on va dire, surtout à Paris évidemment, mais aussi parfois en région, voilà, une société de personnes aisées qui ont pu accéder voilà, à un certain confort, commencent à collectionner et sont très facilement entraînées à aussi entrer dans ces sociétés d'amis et ça fait beaucoup de bien, juste dire, à la scène française. Oui, ça, c'est vrai que ça alimente aussi les scènes internationales. Nous, on a été pas mal en relation avec les cellules d'acquisition, les amis du Centre Pompidou, cellules d'acquisition Oui, pour l'Afrique oui, notamment. C'est vrai oui. qu'ils sont excessivement actifs, hein. Voilà, exactement. Et ça a beaucoup changé. Ça a permis une gymnastique aussi intellectuelle, de curiosité, qui est vraiment très positive. Et donc, alors, on parlait donc des acquisitions en période troublée, donc du digital, ou bien des acquisitions, peut-être des projets d'acquisition qui seront nourris pour plus tard en présentiel. Est-ce que tu as eu l'impression que pendant cette période, certains grands artistes déjà reconnus
qui étaient lancés dans des carrières très importantes avec des présences à Venise, avec des signatures pour des grandes expos dans des grands musées internationaux. Est-ce que tu as une impression qu'il pouvait y avoir des acquisitions comme des valeurs refuges pour ces artistes-là? Est-ce que tu penses que l'achat d'art en ce moment, à un moment où on ne sait pas pour le futur quelles seront peut-être comment se porteront les économies mondiales, est-ce que tu penses que l'achat d'art important peut être un placement, une valeur refuge? Bah, oui, alors pour les personnes qui peuvent le faire, il est évident que ça fait partie aujourd'hui du patrimoine. Hein. Les œuvres d'art coûtent quand même un certain prix, notamment les artistes historiques qui sont reconnus dans le monde entier. C'est évident qu'on peut être tenté d'acheter dans de bonnes conditions, même s'il n'y a aucune baisse de prix qui a été en ce moment voilà, reconnue. Bien sûr, ça c'est important. Je dirais que c'est plus ennuyeux pour des artistes dont on voyait, nous, que depuis 2 ou 3 ans, il y avait une spéculation, une mode qui était faite dans une espèce d'entraînement, comme ça. Il va y avoir là quand même des corrections. Donc je dirais qu'aujourd'hui, Oui. il est important d'acheter des artistes déjà très reconnus dans les musées, par les prix des ventes aux enchères, qui sont dans des galeries très sérieuses depuis longtemps, ou des artistes plus jeunes à des prix tout à fait corrects. Mais il est évident que la période de crise ou de réflexion que nous allons vivre dans les mois à venir n'est pas celle justement qui est propice au marché de spéculation et d'entraînement très rapide, ça c'est sûr. Et finalement, d'après toi, à quel moment tu peux envisager ta prochaine exposition en situation ancienne, on va dire, un vernissage classique avec du monde? Alors, vernissage dans la galerie, qui signifie les personnes qui s'embrassent et qui sont à 20 cm, 10 cm les unes des autres, ça ne sera pas pour demain. Et je dirais que je pense que quand on écoute le discours, en tout cas, des politiques, je pense qu'avant la fin de début 2021 et même encore après, ça risque d'être difficile, c'est assez évident. Par contre, on va pouvoir, et ça je milite dans ce sens avec un certain nombre de mes collègues à Paris, on va pouvoir ouvrir nos galeries à partir de la mi-mai, puisque voilà, nous ne sommes ni des bars, ni des restaurants, ni des musées, puisque ceux-là sont toujours condamnés à rester fermés malheureusement. Donc on va pouvoir recommencer à travailler avec une partie de l'équipe en télétravail, une autre à la galerie. On va pouvoir recommencer à accueillir des collectionneurs, des amateurs à la galerie avec toutes les précautions que cela nécessite, c'est-à-dire un nombre limité selon les espaces, avec des désinfectants à l'entrée des espaces de galeries, bien entendu. Et moi, je milite aussi pour qu'il y ait une espèce d'ouverture début juillet, de manière très fluide dans tous les quartiers de Paris, en expliquant bien que c'est une manière de nous visiter et qui tient compte de toutes les restrictions sanitaires, pour montrer que nous sommes des galeries, des entrepreneurs, qu'on est là aussi pour montrer nos artistes, parce que bon, il s'agit de vendre nos collectionneurs, mais il s'agit surtout de continuer à vendre pour que nos artistes puissent continuer à vivre et continuer à produire. Donc ça, c'est quand même, l'actif de la galerie, ce sont quand même, ce sont bien sûr nos artistes. Donc, plus tôt on peut accueillir des collectionneurs, plus tôt on peut évidemment recommencer à vendre, même si on ne retrouve pas les chiffres d'affaires, bien entendu, de 2019. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et donc, on travaille pour que voilà, cette réouverture de galerie de manière plus officielle se fasse début juillet. Début juillet. Ben, merci beaucoup Nathalie, c'était très passionnant. Myriam, j'étais très heureuse de participer à cet entretien avec toi. Voilà. Également. Ben, merci, à très bientôt Nathalie.